Donc voilà, là on a couvert finalement un petit peu l'ensemble de l'alimentation, des recommandations qui me paraissaient importantes en termes d'alimentation générale de l'adolescent, finalement un petit peu de l'adolescent sportif. Mais là on va passer vraiment à une partie nutrition sportive. Alors juste avant de passer sur cette partie-là, est-ce que vous avez une question ou deux sur ce que je viens de couvrir? Oui. Oui, tu parlais du fer tout à l'heure, et par exemple un petit carré de chocolat noir, c'est vraiment si néfaste que ça ou... Non, c'est pas du tout néfaste. Ouais, non. C'est riche en fer ou alors c'est surtout riche en magnésium en fait. Surtout riche en magnésium, ok. Voilà. Mais effectivement c'est une source de magnésium non négligeable par contre, le chocolat. Mais en fer moins, notamment les épinards aussi c'est pareil, c'est un mythe, c'est pas riche en fer du tout. C'est même un des moins riches en fer. Donc voilà, d'une manière générale, si je dois en terminer, c'est toujours complexe de donner des recommandations nutritionnelles parce que ça a quelque chose de très professoral et vous devriez faire comme ça. Or, l'alimentation, c'est un acte social. Donc, il faut réussir à aménager la chèvre et le chou entre ce qui est avéré, et on est dans une société qui nous guide vers une mauvaise alimentation, clairement. Donc, réussir à louvoyer entre les recommandations qui sont bonnes, avérées, sans devenir obsessionnel de ces recommandations, et en même temps, éviter tous ces messages publicitaires et ne pas trop souffrir de ces messages publicitaires. Donc la culpabilité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut laisser de côté. Parce que j'en parlais là, j'ai eu une patiente avec qui c'était vraiment la problématique, elle était là. Laisser complètement de côté la culpabilité pour basculer sur de la responsabilité. Effectivement, on sait qu'il y a un rôle de santé, de la nutrition qui est majeur. Donc il faut essayer de tendre vers une alimentation équilibrée, mais si vous culpabilisez, forcément vous conduisez dans des comportements qui sont rigides et qui seront source de tension à la maison. Donc la nutrition, je ne vais pas vous dire autrement, c'est un élément clé de la préparation du sportif. Toutefois, ce n'est pas une potion magique. Ça c'est très important. On a tendance, et on le voit très bien chez les jeunes adultes qui pratiquent par exemple la musculation, ils ont l'impression que parce qu'ils ont le pot de poudre clinquant et tout chromé, ça va devenir, ça y est, ils vont être hyper performants, ils vont jamais se blesser, etc. C'est pas du tout le cas. D'accord? Et ensuite, si le changement est vraiment radical, s'il y a un besoin de changement radical, c'est pareil, c'est pas pour faire ma pub, mais faites-vous accompagner par un professionnel, une diététicienne ou un médecin nutritionniste. Voilà. Et attention aux clichés, donc, pour certains enfants, j'ai mis ça parce qu'il y a, je crois que c'est pas mal la mode en ce moment de ces catcheurs, hein, c'est des catcheurs. Et ça c'est de la chimie, ça c'est de la pharmacologie. D'accord. Voilà. Donc la place de la nutrition. Vous faites de l'exercice physique, vos enfants font de l'exercice physique, ce qui amène un signal, on perturbe l'organisme, on l'amène un peu dans sa zone rouge, de manière à obtenir des adaptations. La nutrition, elle va faire quoi? D'abord, il faut que j'ai de l'énergie pour pouvoir réaliser mon effort. C'est déjà un premier élément. Si je suis fatigué, parce que j'ai pas assez mangé, si je fais une hypoglycémie, je ne vais pas faire correctement mon entraînement. Deuxième point, une fois que j'ai fait bien mon entraînement, si j'ai pas suffisamment d'énergie, de briques et de petits boulons, si je métaphorise les protéines et les vitamines comme ça, eh bien je ne vais pas gagner en adaptation, je ne vais pas devenir plus performant et accessoirement grandir. Donc effectivement, le sport, il y a un coût énergétique, mais il y a une notion très importante qui est celle aussi de la régénération. Donc il y a la phase de régénération, puis il y a la phase d'adaptation. Donc finalement, c'est un triple pôle. C'est pas juste je fais mon sport. C'est aussi je récupère et aussi je m'adapte. Et tout ça, à chaque pôle, ses besoins et à chaque pôle, son coût énergétique. Donc je vais vous parler d'abord de l'alimentation, de l'adaptation, de l'alimentation classique. Objectif numéro 1, déjà, au moins nourrir d'un point de vue énergétique. Donc vous avez 4 collations, et une erreur majeure chez pas mal d'adultes, c'est de supprimer cette collation. Chez les ados, chez les enfants en général, elle y est. Mais elle est vraiment très importante, cette collation.
Et la qualité de cette collation est importante. Ensuite, à chacune de ces collations, il faut avoir une forme de glucides, donc des sucres lents, pour assurer un bon apport énergétique. On parlait de la performance dans la matinée, pareil l'après-midi, pareil le soir. Après, on peut éventuellement réduire un petit peu le soir quand la dépense d'énergie baisse ou qu'on n'est pas en période d'entraînement intensif. Okay. Et donc, le choix judicieux de ces sucres lents, effectivement, par exemple, la purée de pommes de terre mousseline, c'est pas toujours le choix à faire comme féculent du midi. De temps en temps, un peu de riz brun, riz rouge, je dis peut-être des gros mots là, mais de spaghettis complets, des choses comme ça peut aussi trouver sa place, des lentilles, des flageolets, des choses comme ça. Ça peut trouver sa place et faire son petit effet en termes de satiété sur l'après-midi. Ensuite, pour ce qui est de la densité en micronutriments, je mets l'accent beaucoup sur les fruits et les légumes. D'abord parce que les fruits, c'est une excellente source un excellent moyen de faire des collations, d'apporter de l'énergie, en même temps des fibres, des vitamines, etc. C'est relativement plaisant et varié. Moi, je conseille 6 à 10 portions de fruits et légumes par jour pour un sportif. Ça paraît complexe comme ça, mais en fait, il suffit d'en manger, par exemple, 2 le matin, 2 au goûter, un midi, un soir, et ça y est, vous y êtes. Sachant que si vous mangez par exemple une grande banane, ça fait 200 grammes, une banane, pas loin, ça fait déjà 2 fruits. On ne va pas considérer qu'un kiwi, c'est pareil qu'une banane. Vous mangez 2 kiwis, c'est une portion, ou une demi-banane, c'est une portion. Donc, il y a des fruits pour lesquels c'est plus simple. Les pommes, ça se grignote facilement sur le trajet de l'école en ayant mangé 2 clémentines le matin à la table du petit déjeuner. Bref, il y a des choses qui sont assez pratiques et assez faciles à mettre en place. Ensuite, légumes, midi et soir. Donc là, on était vraiment sur le socle, mais quelque part, ce socle, vous connaissez relativement bien. Vous avez une source de céréales matin, midi, 4 heures, soir, un peu de viande, de poisson, d'œufs le midi et le soir, des produits laitiers que vous pouvez mettre le matin, l'après-midi, et des fruits et des légumes le plus de fois possible tout au long de la journée. Donc après, là-dedans, il faut trouver son équilibre et son contour. La nutrition sportive, c'est pas que réaliser l'effort, ça peut aussi améliorer encore la réponse de l'organisme à l'effort. Là, on rentre dans un schéma un petit peu plus technique. Je ne vais pas revenir trop là-dessus, mais en gros, il y a une certaine quantité de protéines qui va permettre d'activer le muscle pour qu'il récupère, régénère très bien. Avant, on pourrait faire un peu mieux. Après, c'est trop. Et en fait, il n'y a pas besoin de tant que ça. C'est 20 grammes de protéines, ça veut dire que c'est un steak haché. Ça veut dire qu'en prenant un repas, un steak haché de 100 grammes quand on est un adulte, donc c'est un peu moins quand on est un adolescent de 12-13 ans, eh bien on est largement sur quelque chose de suffisant. On n'a pas besoin de manger des grandes quantités, ce qui fait qu'on a un peu plus de place en termes d'appétit pour manger autre chose à côté. Éviter de se gaver avec les produits les plus appétants. Également, il n'y a pas que la viande qui est une source de protéines, on a tendance à oublier, mais les produits laitiers par exemple c'est une source de protéines, très importante. Et il y a des choses toutes simples, comme un yop dans lequel on va retrouver du sucre et puis des protéines qui peuvent faire une bonne collation par exemple juste après un effort. Alors, donc, vous parlez d'éléments pratiques. Donc là, je vous donne un canevas. Bien entendu, on parle d'adolescents et d'adolescentes de 11 à 18 ans. Enfin là, je crois que c'est 12 et 13 et 13, 12, 14. Donc effectivement, par exemple, les 2-3 yaourts, là, le matin, ça c'est plus pour un adolescent de 16 et 17 ans, plutôt un garçon. Donc là, éventuellement 2 yaourts en période d'entraînement intense, c'est suffisant pour le matin. 1 à 2 fruits. J'insiste assez régulièrement sur les amandes, les noisettes, les noix, tout ça.
c'est des bonnes graisses, c'est des fibres, c'est rassasiant, ça amène du croquant. C'est un truc qu'on peut emmener aussi dans la poche. Quand on a un peu faim, il vaut mieux manger ça qu'un biscuit. Donc voilà, c'est des aliments que je conseille au quotidien, qui se conservent bien, qui se transportent facilement et qui sont très sains. Donc le midi, là vous avez un canevas pareil. Je fais exprès de ne pas vous donner une forme de recette, hein, mais pour vous dire plutôt un schéma avec des crudités, des légumes, une grande portion de féculents. Vous voyez, pas plus de 100 grammes de viande. On a tendance, surtout chez les garçons, à avoir de la surconsommation de viande. Pensez toujours à assaisonner et à bien choisir vos assaisonnements. Ne pas switcher l'huile, que ce soit juste pour la cuisson, mais pensez aussi à en mettre un peu dans les légumes, un peu dans les pâtes, et des bonnes huiles comme le colza, la noix ou le lait, c'est important. Et puis après, vous retrouvez finalement un peu le même canevas l'après-midi et le soir, avec un goûter qui ressemble un petit peu au petit déjeuner, et un dîner où en général, je conseille de réduire un peu la portion de féculents, parce qu'en théorie, après on va aller au lit et puis on va quand même nettement moins se dépenser. Mais pas supprimer complètement, parce que sinon le sommeil il peut en être un peu perturbé. Alors ensuite, on va avoir des stratégies nutritionnelles pendant l'entraînement. Alors ça, c'est à ajuster en fait avec l'entraîneur, en fonction de l'objectif. C'est-à-dire qu'il est possible de prendre des boissons d'effort pendant une séance d'exercice. Alors vous connaissez Isostar, peut-être Oversteam ou toutes ces boissons-là. Ça se réalise aussi très très bien avec du jus de raisin ou du jus de pomme. Vous mettez un tiers de jus de raisin, 2 tiers d'eau, une petite pincée de sel, et ça vous fait une boisson où il y a de l'eau, du sucre, un peu de sel, c'est parfait pour s'hydrater et pour avoir un apport énergétique. Toutefois, la littérature scientifique, donc là c'est plus aux entraîneurs que je parle, la littérature scientifique elle montre que si je prends une boisson d'effort à chaque entraînement, notamment mon développement de l'endurance pourrait être impacté négativement. Enfin, je vais freiner. J'aide mon organisme en lui apportant du sucre, donc je le stresse moins, donc il s'adapte moins. D'accord ? Donc cette boisson d'effort, elle va vraiment dépendre un petit peu du contexte. Est-ce qu'il y a une fatigue ? Est-ce qu'il y a eu 2 entraînements ? Enfin, est-ce que c'est le 2e entraînement aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, cet entraînement-là, il n'est pas basé sur l'endurance, mais plutôt sur de la puissance ? Et auquel cas, ça va aider mon enfant à réaliser cet effort très intense, etc., etc. Donc, on sait qu'on a cette possibilité-là. Globalement, en tant que parent, c'est de savoir qu'il sait le préparer, qu'il est en mesure de le préparer et de dire, voilà, quand tu es fatigué, il vaut mieux que tu t'alimentes sous cette forme avec une boisson quand tu es à l'entraînement. Là, les grosses périodes de stage ou les grosses périodes d'entraînement intense, c'est bien de rajouter ça si vous sentez que l'enfant est peut-être dans un processus un petit peu de surcharge. À discuter encore une fois avec l'entraîneur. C'est assez simple à préparer, je vous l'ai dit. Et ça va dépendre du contexte. Donc alors après, ça c'est pareil, je parle autant aux entraîneurs qu'aux parents. En fonction de la durée et de l'intensité, on va ajuster la quantité de sucre dans la boisson. On va faire quelque chose de très light, avec peut-être 1/6 de la bouteille avec du jus, quand on pourra monter à 1/3 pour des entraînements plus intenses ou plus longs. Tout dépend encore une fois du contexte, parce qu'effectivement, sur cet aspect-là, la boisson d'effort peut être négative. Maintenant, si le signal il commence à être négatif, on est bien content de l'éteindre. Ensuite, boisson d'effort, oui, ça apporte du sucre, mais ça apporte du sucre. Donc, forcément, pour l'hygiène bucco-dentaire, c'est quelque chose à surveiller, peut-être à mettre systématiquement quand il y a cette boisson-là, une petite flasque d'eau claire, de manière à ce que l'enfant puisse se rincer la bouche et éviter d'avoir ce sucre en permanence sur les gencives et les dents. Ça, c'est vraiment une démarche de prévention. D'une manière générale, je ne fais pas un grand laïus dessus, mais l'hygiène bucco-dentaire chez le sportif, c'est quelque chose qui est en pleine ascension, et on se rend compte, par exemple, que des tendinites récurrentes ou voilà, tout ce qui est problème inflammatoire, parfois ça vient d'un problème bucco-dentaire. Et on a vu, et maintenant on a un dentiste qui vient à Roland
faire un bilan bucco-dentaire à tous les sportifs au même titre qu'il y a la psychologue ou celui qui m'a remplacé à la nutrition, etc. Donc ça fait vraiment partie d'un tout et on sait aujourd'hui que ce qui se passe dans la bouche peut impacter sur l'ensemble de l'organisme. Donc c'est à surveiller aussi. Ensuite, pour maximiser la récupération, vous en avez peut-être entendu parler, on a appelé ça fenêtre métabolique, fenêtre de récupération, etc. Il y a un temps, 15 à 30 minutes, juste après la séance, pendant laquelle vraiment les muscles sont des éponges, notamment à sucre. Donc ce moment-là, et d'ailleurs c'est valable pour les petits plaisirs bonbons et pour toutes les mamans qui veulent faire attention à leur ligne, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le muscle vient de travailler, et donc si on apporte du sucre rapide, il va aller de manière privilégiée dans les muscles. Donc ça accélère la refabrication des réserves sucrées dans le muscle, et ça permet, notamment par exemple en période de stage ou de compétition, de refaire un effort la même journée dans de bonnes conditions, ou le lendemain. Ensuite, on sait que quand l'effort a été vraiment intense, vous faites un 400 mètres, un 800 mètres très dur, on peut rajouter, ou un gros entraînement, on peut rajouter éventuellement des protéines si ça ne fait pas doublon avec le repas. Si le prochain repas, il est 1h30 ou 2 heures après, pourquoi pas rajouter des protéines si vraiment l'entraînement a été dur, pour ensuite maximiser encore cette question de la récupération et stimuler un peu le muscle qui va mieux récupérer grâce à cet apport un petit peu de protéines. Ça va, vous me suivez? Je ne suis pas trop... Et en pratique, pour éviter d'avoir recours à des compléments alimentaires à la noix, le IOP, et là je pense que je fais plaisir aux jeunes, le IOP c'est très bien. Alors pour un adulte, en général je conseille le 800 ml, pour un adolescent qui a quasiment atteint sa taille adulte, mais pour un jeune de 11 ans, il y en a des petites 400 ml qui font très bien l'affaire. Sachant que ça existe aussi au soja pour les parents qui seraient un peu sensibles à cette question des produits laitiers, etc. Il y a des sojas au chocolat, par exemple, ça passe très bien. On ne sent même pas le goût du soja et ça passe bien. Donc typiquement, vous pouvez avoir ce type de collation avec une petite briquette de jus, un petit yaourt juste après mon effort d'intensité modérée. Voilà. Et plus vous augmentez la durée ou l'intensité, et plus vous allez pouvoir faire des collations peut-être un peu plus consistantes, avec plus de sucre et éventuellement un petit peu plus de protéines aussi. Et ça c'est pareil, c'est à gérer en synergie avec l'entraîneur. Ce qui est important, je crois surtout, c'est de bien comprendre que quand vous apportez cette petite quantité de sucre, cette petite quantité d'aliments protéiques juste après l'effort, on récupère mieux et surtout on évite, ce qui est assez dommageable en général, c'est tous les petits grignotages du temps d'attente jusqu'au repas suivant. Donc non seulement on bénéficie, puis on calme tout de suite cette faim qui peut être parfois à l'origine, typiquement, je prends mon exemple, le nombre de fois où j'ai mangé un paquet de chips du distributeur de la piscine à l'époque, parce que j'avais très très faim et que finalement, comme il y avait le repas, ma maman, X fois, elle avait oublié que j'allais pas réussir à tenir les 40 minutes jusqu'au prochain repas, parce que j'avais vraiment trop faim. Donc je mangeais un paquet de chips. Alors, cette phase-là, je sais pas, il y a des nageurs qui font de l'eau libre ici, là ou pas? Pas encore. Ouais. Alors, il existe une stratégie qui est assez spécifique de tout ce qui est sport d'endurance. Donc type marathon, triathlon, tout ça. Qui consiste à faire, entre guillemets, ce qu'il ne faut pas pendant 2 jours pour augmenter les réserves en sucre. En gros, ça consiste à rajouter du sucre entre les 4 repas principaux pour maximiser les réserves. Vous augmentez les féculents, vous diminuez un peu la viande, un peu les légumes pour augmenter la capacité d'appétit. Et donc, vous augmentez la part prise par les sucres lents et les sucres rapides dans la journée pendant 2 jours, de manière à stocker un petit peu plus de réserves dont vous allez vous servir abondamment pendant l'épreuve. C'est surtout déterminant pour des épreuves vraiment longues. D'accord? Donc type marathon, triathlon
Moi j'ai des ultra-trailers qui font 150 km, donc éventuellement ça peut être bien. Et j'utilise aussi cette stratégie-là quand il y a beaucoup d'épreuves qui s'enchaînent dans une même journée. Voilà, donc on l'utilisait par exemple, ou dans une même journée, ou dans les jours suivants. En tennis, on l'utilisait pour les joueurs de tennis qui font simple et double dans la même journée et qui sont amenés à refaire ça le lendemain. Donc dans ces cas-là, c'est bien d'avoir mis en bande quelques réserves dessus pour tenir un petit peu plus le coup. Globalement, c'était voilà, beaucoup de glucides lents pendant les repas. Non, j'étais parti là-dessus. Bon, je ne vous ai pas mis de solution pratique. Ensuite, on va parler du jour de l'épreuve. Le jour de l'épreuve, quand on va faire un effort, là on essaye plutôt de soulager tout ce qui est digestif. Donc ce jour-là, c'est pas le jour où on va justement faire lentilles et crudité par exemple. Hein, juste à 2 heures de la super compétition où je veux être hyper performant, on fait pas ça. Donc dans ces cas-là, on passe plutôt sur des choses avec peu de fibres, vous voyez, et peu de graisse, et puis on évite aussi éventuellement le lait. Donc ça dépend de chacun, mais moi, par précaution, chez la plupart de mes sportifs, j'enlève le lait à cause du lactose, qui peut être source éventuellement de troubles digestifs. Donc en gros les fibres, alors les fibres c'est quoi? C'est tous les aliments complets en fait qui vont être un peu bruns, c'est les crudités, c'est les fruits crus. Donc en gros on passe sur des compotes, sur des purées de légumes ou des soupes de légumes plus digestes, et puis sur des pâtes blanches, du riz blanc, etc. Donc, qui en général passe assez bien. Ensuite, on cale le repas, alors après ça dépend de chacun, mais entre 1h30 au plus près et jusqu'à 3 heures, chez certaines personnes c'est nécessaire, avant l'épreuve. Parce qu'encore une fois, la nutrition, c'est jamais, vous n'avez pas la recette magique. Si un patient il m'appelle le mercredi pour me dire je vais être hyper performant ce week-end à mon marathon, c'est pas la peine, c'est trop tard. On se rappelle après et on recommence pour le prochain marathon. Donc il y a cette notion que chaque personne est vraiment un individu et donc le canevas que je vous donne, il est forcément flou parce que vous êtes forcément différents les uns des autres. Ça c'est un élément à prendre en compte et donc il va y avoir de grandes variations de tolérance digestive ou de la bonne stratégie en fonction de 2 personnes. Là c'est ce que je viens de vous dire, évitez le lait, les légumes ou les fruits vous les prenez plutôt mixés et attention aux graisses et surtout aux graisses cuites. Donc typiquement le kebab frites, pardon pour les enfants, certains, là c'est pas vraiment le jour de la compétition. Vous rigolez mais c'est comme la bière en récupération pour les papas, c'est quelque chose qui fait beaucoup rire mais qui a réellement lieu. C'est un mythe. C'est un mythe. Oui c'est un mythe. C'est un mythe. Éventuellement, je vais en reparler, mais en natation, on a pas mal, en tout cas si ça n'a pas changé depuis longtemps, on a cette question où des fois l'organisation n'est pas toujours au cordeau, et on attend sa compétition, on devait passer à telle heure, et puis finalement, ça décale. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas ou pas un peu. On est meilleur. On est meilleur. Bon, en cas de décalage, on peut se préparer une petite flasque de boisson d'effort qui évite de remanger quelque chose et de se remettre quelque chose dans le système digestif. La petite boisson d'effort, une gorgée toutes les 10-15 minutes, ça permet de tenir mes réserves en sucre au top pour mon 400, mon 800, mon 200. Plus c'est court, moins ça va être important. Voilà. Alors, donc, je vous disais le repas du jour J, pauvre en fibres, riche en sucre lent, et au moins 2 heures avant. Et juste après l'effort, eh bien vous respectez un petit peu le même canevas que lors de l'entraînement, finalement, sachant qu'en général, vous faites des efforts relativement intenses. La seule question, ça va être quand on a un enchaînement, je voulais vous parler de ça maintenant, là, je passe un peu. Quand on a un enchaînement de 2 épreuves, la question par exemple du yaourt ou des protéines peut être un petit peu à décaler. Parce que là, on parle d'un aliment qu'on va consommer et donc devoir digérer, etc. etc. Donc, quand 2 épreuves s'enchaînent, on essaye de rester plutôt sur un apport, une pâte de fruits,
une compote, quelque chose de très digeste, un jus de fruits, ça passe très bien. Et on attend, avec un petit bout de pain, l'épreuve suivante. Et la vraie collation avec pas mal de sucre et surtout avec des protéines pour récupérer, on la cale plutôt à la fin de la plus grosse épreuve ou de l'épreuve finale. Tout ça, hop, je ne vais pas vous en parler parce que je ne pense pas que ça ait une importance capitale. Alors, je vais demander d'intervenir sur des cas particuliers. Donc, quand il y a eu un petit déjeuner très tôt, typiquement il y a entraînement le matin avant l'école, je ne sais pas s'il y en a qui font ça. Oui ? Ça va venir. Ouais, ça va venir. Donc, dans ces cas-là, soit il y a un super appétit très tôt le matin et on fait un très gros petit-déj parce qu'effectivement il va y avoir beaucoup de temps et un entraînement, soit on prévoit une petite collation type un morceau de pain, un fruit et voilà. En gros, on prend un gros petit-déj et s'il passe pas, on le coupe en deux et on en met une deuxième partie en milieu de matinée pour être sûr de tenir le coup jusqu'à midi. D'accord ? C'est pas du tout un problème. Ce qui va être un problème, et ce qu'on voit dans les écoles qui est un problème, c'est quand cette collation à 9-10 heures, eh ben c'est plus un grignotage de produits sucrés et gras qu'une vraie collation. D'accord ? Si votre enfant doit se lever très tôt, manger très tôt, surtout il doit se dépenser pendant 1 heure, 1 heure et demie, ou même 2 heures parfois, avant même d'aller à l'école, s'il veut garder sa concentration, il vaut mieux qu'il fasse une micro-collation vers les 9h ou 10h du matin. Alors, je ne sais pas si vous avez ce problème-là, de la cantine. Donc la cantine, il y a plusieurs choix. Soit maman ou papa sont très zélés et tout ce qui manque à la cantine, type fruits ou pain de bonne qualité, voilà, c'est dans le sac et auquel cas on complète soit pendant, soit juste après le repas. Ça c'est une solution. Soit on essaye d'être un peu malin sur le buffet de la cantine au moment des choix. On prend plutôt l'entrée crudité que l'entrée d'œuf si derrière il y a une viande correcte. Comme ça en plus ça fait des légumes. On essaye de bien demander systématiquement des légumes et des féculents. Hein. On dit bien qu'on est sportif. Alors en tout cas, de mon expérience, ça marche toujours. Les cantinières ou les cantiniers, vous dites que vous êtes sportif. Ah bon, d'accord, et vous avez tout le droit à un petit râpe de féculents, voire même ils font un peu attention parce que bon, les sportifs, il faut faire attention. Donc comme ça, vous les mettez à la bonne, et puis vous avez droit à votre équilibre alimentaire. Éventuellement, si les portions sont insuffisantes, typiquement les pâtes baignent dans l'huile et donc ça coupe l'appétit forcément des jeunes au bout d'un moment. Vous avez 1 ou 2 morceaux de pain de qualité de la boulangerie dans le sac pour compléter, qui n'a pas été apporté. Et à choisir entre le fruit et le yaourt, par rapport au conseil que je vous donnais tout à l'heure, plutôt prendre le fruit et se garder le yaourt, éventuellement un yaourt à boire ou un yaourt dans une Tupperware bien protégée pour l'après-midi. Et choisir à ce moment-là le fruit comme dessert à la cantine et pas la tarte ou le Danilo ou je sais pas quoi. Voilà. Bon, tout ça c'est des recommandations, hein, bien sûr. Ce ne sera pas tous les jours comme ça. Voilà. On ne va pas se faire d'illusions et il faut vivre aussi. Donc ça, on l'a vu. Et puis, donc l'entraînement bi-quotidien. L'entraînement bi-quotidien, le challenge essentiel, c'est de réussir donc, à apporter suffisamment d'énergie. Je vous parlais des épreuves du Tour de France. Un entraînement bi-quotidien en natation, quand les 2 séances sont relativement sollicitantes, à la fin de la journée, ça fait une dépense énergétique quand même relativement importante. Donc c'est important d'avoir une petite collation après, qui n'est pas forcément protéique, parce que s'il y a déjà un repas qui vient assez rapidement, on n'a pas forcément besoin de rajouter les protéines. Mais en tout cas, on met un couple, un peu de jus de fruits ou un peu de pâte de fruits ou quelque chose d'un petit peu sucre rapide, couplé à un sucre un peu lent.
juste après, comme ça, on récupère bien pour pouvoir performer toute la journée. Et ces jours-là, on n'hésite pas à prévoir un goûter un peu plus conséquent pour adapter l'apport énergétique à la détente. Et encore une fois, on peut envisager, si jamais il y a vraiment enchaînement, vraiment dépense, etc., où on est en période de pic de croissance, hein, on a ça aussi. C'est-à-dire que si vous êtes en train de prendre, votre enfant est en train de prendre 1 centimètre toutes les 2 semaines, bon, a priori c'est que ça carbure pas mal, donc s'il y a entraînement en plus, forcément, bah là peut-être c'est le moment d'introduire la boisson de l'effort un peu plus régulièrement. Okay. Forcément, c'est complexe un petit peu ce que je vous dis, c'est beaucoup d'ajustements au quotidien, mais effectivement il faut en passer par là pour réussir à équilibrer un peu tout ça. Bon, si ça décale pas trop, je vais peut-être pas vous embêter avec ces histoires de décalage. Globalement c'est pareil, c'est une question d'être un petit peu malin. Si normalement on a prévu par exemple de faire l'épreuve à peu près à l'heure du repas, eh bien voilà, vous essayez d'avoir le petit déjeuner assez copieux, assez tôt dans la matinée. Et si malheureusement ça se décale, derrière il faut prévoir un petit peu à partir de 11h, 11h30, on voit que ça commence à se décaler, il faut prévoir une petite ration d'attente, ça veut dire un petit bout de pain toutes les 10-15 minutes pour tenir le coup, voilà, et pas se jeter par fringale sur quelque chose juste 20 minutes avant de performer. Donc ça c'est quand même une stratégie qui arrive très souvent en tennis, c'est une vraie problématique où des fois ça se décale de 3 ou 4 heures, c'est vraiment un challenge. Et pareil pour 16 heures, à ce moment-là, si l'épreuve est prévue à 16 heures, éventuellement on peut décaler un peu l'ensemble de la journée de manière à ce que les choses correspondent. Au final, si je dois résumer un peu toutes ces adaptations, il faut rester, même s'il y a un canevas qui est à peu près sain pour votre enfant, globalement, ce qui est important, c'est de garder une forme de flexibilité, d'adaptabilité un petit peu en permanence, en fonction du quotidien, de la situation, etc., en gardant en tête une forme de repère équilibré pour lui et de ce qui est mieux pour lui. Ça, je vous l'ai déjà dit, effectivement, il y a une individualisation à faire et à mettre en place. Et si vous voyez que les éléments commencent à être trop complexes, qu'il y a une fatigue qui s'installe ou des choses comme ça, si vous la voyez un professionnel, commencez d'abord par en parler à l'entraîneur et éventuellement, ensemble, décider d'avoir recours à un professionnel. Je vous remercie.